Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente Champion dans la tête de François Ducasse avec la collaboration de Makis Chamalidis. Lu par Nicolas Germag. Note au lecteur. Depuis l'écriture de Champion dans la tête au début des années 2000, notre regard sur la performance, les performers et leur entourage a évolué. Grâce à de nombreuses rencontres et collaborations, nous avons pu affiner notre pensée et avec elle nos outils, dont nous souhaitons aujourd'hui partager avec vous les derniers nés. Le lecteur avisé reconnaîtra l'identité de la première édition, mais il découvrira aussi des anecdotes et des exemples actualisés. Nous avons révisé le texte dans son intégralité et ajouté une 4e partie dédiée à de nouveaux outils d'auto-évaluation, que ce soit à l'entraînement, en compétition ou dans la gestion de carrière. La 5e partie est consacrée au golf, sport mental par excellence, bien plus complémentaire aux autres disciplines qu'on ne pourrait le croire. Plus que jamais, cette nouvelle édition porte la signature de l'auteur principal François Ducasse, qui a su marier de manière harmonieuse profondeur intellectuelle et proximité du terrain. Bon vent sur votre carte du mental. Makis Chamalidis, mai 2016. Pour plus de renseignements, www.championdanslatête.com. Introduction. Champion dans la tête est un livre sur le mental et sur le parcours de ces personnages hors normes que l'on nomme champions. Il vous aidera à mieux connaître le rôle et l'importance des qualités mentales dans la poursuite d'un rêve, l'éclosion du talent et la recherche de la performance. La carte du mental qui se trouve dans votre bibliothèque Audible propose une représentation imagée et symbolique des qualités ou des idées qu'on attribue au mental. Cette carte rend visible ce qui est abstrait dans nos vies. Elle matérialise le long chemin de la réalisation de soi, d'un désir jusqu'à son accomplissement, avec ses étapes incontournables et ses pièges. Comment améliorer son mental? Qu'est-ce qu'un mental de champion? Comment les champions ont-ils fait pour en arriver là? En quoi sont-ils comme les autres et en quoi sont-ils différents? Comment s'entraînent-ils? Qu'ont-ils tous en commun? Sont-ils de mauvais élèves? Quels sont leurs plans? À quel genre de discipline s'astreignent-ils? Ces questions en suscitent d'autres tout aussi passionnantes. Comment fonctionnent nos qualités créatives? La concentration, la confiance et l'état de grâce, être dans la zone? Pourquoi perd-on ses moyens face à l'enjeu? Comment se libérer, mieux gérer la pression? D'où vient la peur de gagner? Fruit d'une longue expérience du sport de haut niveau acquise aussi bien sur le terrain que dans les coulisses, et s'appuyant sur de nombreux exemples, ce livre tâche d'apporter des réponses à toutes ces questions, et ce, sans utiliser un langage scientifique trop psy, ni des recettes toutes faites, trop suspectes. Les enseignements du présent ouvrage peuvent s'appliquer à d'autres domaines que le sport. Art, éducation, travail, création, etc. L'aventure humaine que représente le sport peut nous aider à mieux comprendre nos échecs et nos réussites, et nous inciter à aller jusqu'au bout de nos rêves. Les beaux champions. Il n'est pas question d'idéaliser les champions ni de nier certains excès du sport moderne, mais au contraire de montrer sous son vrai jour l'univers difficile des gagneurs, dont le code d'honneur semble avoir disparu et dont la philosophie se limite souvent à la gagne à tout prix. Ce livre ne touche pas le seul aspect de la performance, mais il s'intéresse aussi aux valeurs véhiculées par le sport. Pour être champion dans la tête, il faut savoir allier l'art à la manière, la combativité et le fair-play. Le sport est une école de combat. L'objectif est d'apprendre à gagner, mais aussi à combattre dans l'amour du combat et non pas dans la haine de l'autre. Nous voulons surtout montrer que les plus grands champions et les plus grandes performances vont presque toujours de pair
avec une certaine élégance, et même avec un certain sens esthétique. Champion dans la tête, dans le sport et dans la vie. Champion dans la tête s'applique tant aux sports collectifs qu'aux sports individuels. Le football, le hockey, le rugby, le basket et le volley sont aussi, d'une certaine façon, des sports individuels, et nous les abordons comme tels. Ce qui fait qu'un footballeur peut perdre ses moyens dans une grande finale, ou qu'un tireur de pénalty peut soudainement craquer sous la pression a trait au même phénomène psychologique qu'on observe chez le joueur de tennis qui dispute une balle de match, ou chez le sprinter au départ d'une finale de 100 mètres. Un footballeur n'est pas seul sur le terrain, mais il est seul à savoir quelles sont les qualités sur lesquelles miser pour atteindre son meilleur, et ainsi mieux servir son équipe par sa performance individuelle. Les sportifs professionnels, les jeunes, les parents et les entraîneurs peuvent utiliser ce livre, mais aussi tous ceux qui veulent mieux se connaître, progresser, passer des caps, qu'il s'agisse de jeunes espoirs qui se lancent aveuglément dans l'aventure de la compétition, obnubilés par le rêve de devenir champion, ou de passionnés qui s'autorisent à entreprendre de nouvelles aventures. Le terrain sportif, chemin d'excellence, peut être considéré comme la mise en scène symbolique de notre besoin d'affrontement. En cela, il nous interpelle. Le sport, c'est la vie. Les situations de compétition sont omniprésentes dans la vie courante, au travail, à l'école, dans le monde artistique. Elles se traduisent tous les jours par des combats, des défis, des face-à-face, des duels où chacun se doit de défendre son point de vue, ses ambitions, son salaire, son talent, sa dignité, etc. Le mental, auquel les athlètes attribuent victoire et défaite, a dépassé les frontières du sport. Celui-ci servant de miroir à une société de plus en plus individualiste, obsédée par la performance et tournée vers la quête parfois exclusive du soi. Les normes quotidiennes poussent au dépassement permanent. L'idéal est désormais de devenir l'entrepreneur de sa propre vie, et le mental semble être l'acteur désigné pour nous aider à y parvenir. Ainsi, ceux qui ne fréquentent pas ce domaine privé peuvent tout de même s'inspirer des qualités mentales et des principes qui gouvernent la vie des sportifs. Les 36 régions du mental, par exemple, expliquées en détail à la 4e partie et que vous trouverez dans la bibliothèque audible, peuvent nous interpeller tous. Prendre son rêve au sérieux, numéro 1. L'esprit d'explorateur, numéro 4. La discipline, numéro 8. Entraîner son entraîneur, numéro 13. Transformer un handicap en atout, numéro 14. Bien, mal joué, numéro 21. La confiance en soi, numéro 36. Chacun pourra transposer les principes du sport de haut niveau à la situation qui le concerne. Préparer un examen. Ne pas perdre ses moyens lors d'une réunion professionnelle ou d'un entretien d'embauche. Créer une entreprise. Aborder une nouvelle relation amoureuse. Se lâcher en public. Et de façon plus générale, ce livre peut aider le lecteur à mieux se connaître, à affronter ses démons, à se libérer du regard des autres, à faire évoluer son caractère, à assumer sa singularité, à avoir davantage l'esprit du difficile, à tenter les accès difficiles, à être plus créatif. À l'exemple d'un sportif de haut niveau dans sa discipline, chacun peut devenir champion dans la tête dans sa vie quotidienne. Ce livre est conçu pour vous servir de compagnon de route et pour vous inciter à être dans la recherche. Vous pourrez consulter cet outil de travail à tout moment, que vous soyez seul ou avec vos accompagnateurs, à l'entraînement ou en période de compétition, et pourquoi pas à la mi-temps d'un match, pendant la pause déjeuner ou avant une réunion importante. Il montre que si on veut aller loin, il est nécessaire de sortir du petit train-train et, parfois, d'accepter d'aller là où les autres ne vont pas. Finalement, en certaines situations et surtout face à un enjeu important,
vous pourrez vous demander, en cet instant, suis-je champion dans la tête? Première partie, la carte du mental. Pourquoi conquérir l'Everest? Parce qu'il est là. Georges Mallory. Chapitre 1. Du pays du rêve à la montagne de l'accomplissement. C'est devenu une habitude d'attribuer victoires et défaites au mental. On entend partout « c'est mental ». Le mental a fait la différence. Il a un bon mental. Ce qui lui manque, c'est le mental. Il faut travailler son mental. C'est la nouvelle vedette du sport moderne. Il n'est pas un article de journal, pas une analyse de match, pas un portrait de champion qui ne fasse référence au fameux mental. Mais le mot en lui-même n'a pas de sens. Il est trop vague, trop générique. La plupart du temps, on l'utilise quand on ne peut pas expliquer pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Tout le monde en parle, mais sans chercher à le connaître vraiment. Le mental reste mystérieux, nous fascine et nous intimide en même temps. Selon nous, le moyen de le décrypter est d'abord de le découper en morceaux, de le décortiquer, comme si on découpait une carte géographique en plusieurs régions. Plaisir, orgueil, concentration, frustration, confiance, etc. En fait, on retrouve une gamme de qualités et de valeurs classiques que, pour la plupart, on connaît bien. L'idée est de se familiariser avec cette carte du mental et d'identifier chaque région avec ses particularités. On a alors toutes les chances de sortir du mystère pour se retrouver en terrain connu. Pour dessiner cette carte, nous avons distingué 3 régions principales. Le pays du rêve, la vallée du plan, la terre de création. Le chemin du champion dans la tête passe alors par le rêve, écouter son désir, avoir une passion ou une vocation, jouir d'un talent particulier, etc. L'élaboration d'un plan, transformer son rêve en projet d'action, se fixer des objectifs concrets en se donnant les moyens de ses ambitions, s'imposer une discipline, développer certaines qualités, approfondir la connaissance de soi, être dans la recherche, avoir le talent d'exploiter son talent, etc. La création, se concentrer, performer, se lâcher, suivre ses instincts, libérer son talent, etc. Le pays du rêve. Le pays du rêve renferme les qualités intimes, celles qui viennent de nous spontanément et qui sont liées au désir et à ses avatars. Passion, plaisir, ambition, motivation, idéal, enthousiasme. Tout part du désir. Il est le moteur, la flamme qui nous anime. Sachons que ces qualités peuvent s'étioler à mesure que les choses se compliquent. Ce sont des régions sensibles où il est bon de venir régulièrement se ressourcer. La vallée du plan. La vallée du plan comporte des régions qui ont trait à l'apprentissage, à tout ce qui permet l'acquisition de connaissances et de techniques, la discipline, l'exigence, l'intensité de la concentration, la générosité dans l'effort, la répétition, la détermination. Les qualités en jeu dépendent cette fois de l'environnement extérieur où elles se manifestent. On les forge par le travail, dans la confrontation aux difficultés et dans la relation avec les accompagnateurs, voire la 6e partie. Le plan, voire le chapitre suivant, est l'étape nécessaire pour donner forme au rêve et progresser dans la maîtrise de sa discipline. À ce stade, on s'enrichit de toutes sortes d'expériences, de savoirs, d'automatismes, autant de nourritures assimilées, emmagasinées, qui réapparaîtront naturellement si on sait leur donner libre cours dans la phase de création. La vallée du plan peut être regardée comme l'entraînement qui prépare à la compétition ou à la phase de recherche qui précède la création artistique. La terre de création. Dans la terre de création, le temps n'est plus à la réflexion ou à l'analyse, mais à la concentration, aux sensations, à l'engagement total dans le détachement, à l'intuition, à l'inventivité, qualités instinctives, déroutantes, sur lesquelles on n'a pas de prise directe. L'enjeu devient de laisser faire,
de ne plus contrôler ni juger ce qui est bien ou mal, mais d'abattre les barrières qui empêchent l'accès aux talents qui nous habitent. Curieusement, l'efficacité ici passe par le détachement de soi et de ses pensées parasites liées à l'enjeu. Le sportif devient le geste et le musicien la musique. À ce moment, avoir un bon mental consiste presque à disparaître, à s'oublier. En un mot, à libérer l'artiste en nous. La terre de création est sans doute la région la plus fascinante et la plus mystérieuse. Les extraits qui lui sont consacrés vous permettront de mémoriser des connaissances psychologiques sur la performance et sur le comportement humain, parfois si contradictoires. Certaines qualités auraient pu avoir leur place dans une autre région, par exemple l'orgueil. On en a autant besoin dans la terre de création et en situation de compétition que dans le pays du rêve. Mais nous considérons que l'orgueil est surtout une qualité de départ, inscrite dans le caractère. La confiance en soi est également indispensable à tous les stades, mais nous l'avons placée en bout de parcours, dans la terre de création, car nous la voyons surtout comme le résultat du travail dont on pourra jouir ultérieurement en compétition. Les pays de la carte du mental sont interdépendants. Une qualité placée à l'autre bout de la carte peut influencer la bonne marche de toutes les autres et l'on doit constamment circuler d'un pays à l'autre, passer du rêve à l'action, puis cesser la recherche pour se consacrer à la création et retourner ensuite au travail, sans oublier de revenir de temps en temps interroger sa motivation. En parcourant cette carte, ces étapes incontournables, le bain du plaisir, la fontaine de la bonne attitude, etc., ces pièges, le puits des non-choix, le pont de la facilité, le tombeau de l'ambiguïté, etc., et leurs alentours, la mer du conflit intérieur, les volcans de la pression, l'océan du doute, vous pourrez mieux vous orienter dans le paysage intérieur, mieux localiser les qualités mentales et faire des liens entre elles. Certains y verront ce qu'on a dans la tête, d'autres, l'histoire d'une carrière, d'un projet ou d'une vie. Chacun peut imaginer son propre parcours, se projeter dans sa propre carte, faire le point sur sa passion, se poser de nouvelles questions sur la route à prendre, sur le nouveau plan à échafauder, pour espérer atteindre un jour le meilleur de soi-même, dont la montagne de l'accomplissement est le symbole. La carte du mental aide à changer de planète et à sortir des « il faut » et des « il n'y a qu'à » pour permettre l'émergence d'un langage métaphorique et plus créatif. Elle exerce une fonction d'objet flottant qui fait diversion quand on se laisse aller à choisir des images et des mots sur la carte pour symboliser ses rêves ou ses projets. On parle de soi et on dit « je » sans s'en rendre compte. La carte peut aussi motiver et donner du sens à l'aventure personnelle, car elle met en perspective le travail. On accepte plus facilement de faire des efforts quand on sait pourquoi on les fait et où on va. Les numéros placés sur la carte à la manière d'un itinéraire fléché correspondent aux 36 régions du mental listées en marge. Il s'agit de qualités et de fondamentaux ayant trait à la performance, qu'il nous semblait utile d'analyser et de présenter sous forme de fiches faciles à consulter, voire la 4e partie. Le mental devient ainsi un chemin initiatique, dans lequel nous invitons chacun à s'engager pas à pas, tel un chevalier lancé dans sa quête. Dans ce paysage périlleux, au milieu de la carte, se dresse le château, incontournable lieu de refuge et de paix. Il est là pour rappeler les 12 valeurs chevaleresques, illustrées plus loin par quelques-uns des actes de fair-play les plus célèbres de l'histoire du sport. À tout moment, vous pourrez aussi prendre un peu de recul en relisant des histoires ou des portraits de champions extraordinaires. Vous voilà entré dans les coulisses du fameux mental. Devenu plus concret, il a pris forme. Le boîtier est cassé, laissant apparaître les nombreuses qualités qu'il renferme. Un chemin s'ouvre devant vous. Vous avez maintenant une base de travail à partir de laquelle réfléchir et agir. En fonction de vos besoins ou de vos interrogations, vous explorerez certaines régions plutôt que d'autres, et vous pourrez plus facilement mettre des mots sur vos problèmes,
Enfin, au même titre que vous avez des objectifs clairement identifiés pour développer certaines qualités techniques ou physiques, vous pourrez avoir toujours en tête les qualités mentales sur lesquelles vous souhaitez porter vos efforts. Car une chose est sûre, si vous n'avez pas le talent d'exploiter votre talent, vous n'atteindrez jamais le sommet de votre potentiel. Si vous manquez d'intensité dans la concentration et dans l'effort, le fait d'avoir le meilleur shoot de l'équipe ou un don musical exceptionnel ne vous mènera pas loin. Si vous ne connaissez pas votre démon et que vous ne l'affrontez pas avant de disputer une course, le doute pourra s'emparer de vous au moment critique pour vous interdire de vous libérer. Et toute la volonté du monde n'y pourra rien. Si vous n'êtes pas capable de contrôler vos émotions, ou si vous n'êtes pas amoureux de la pression, vous aurez peu de chances d'entrer dans la zone. Et demain, si on vous demande quels sont vos points forts, vous répondrez telle qualité technique ou physique, et vous ajouterez peut-être l'audace, l'autorité personnelle, le sens de l'aventure, savoir bien mal jouer, ou peut-être même savoir être le mauvais élève. Le chapitre suivant concerne toutes les personnes qui ont la chance d'avoir une passion, une ambition, un projet, et qui ont la bonne folie d'écouter la voix de leurs rêves. Chapitre 2. Vous avez un rêve, mais quel est le plan? Imaginons que vous avez un rêve. Vous questionner sur votre plan est une façon de vous demander ce que vous avez prévu de faire concrètement pour réaliser votre rêve. C'est la question centrale, comme sur la carte de la vallée du plan. Passage obligé entre le pays du rêve et la terre de création. Le plan est ce qui va permettre la transformation d'un rêve en projet d'action. Se fixer 2 ou 3 objectifs simples et concrets à réaliser dans l'année. Se donner les moyens de les réaliser. S'imposer une discipline et quelques contraintes. Voilà ce que représente le plan. Le talent d'exploiter son talent. L'idée est de prendre les choses en main au lieu de subir les événements. Le plan incite à faire des choix et à prendre quelques décisions exceptionnelles. Quand on se concentre sur son plan, on est naturellement amené à réfléchir à sa philosophie de travail, à définir les quelques principes d'entraînement personnel qui donneront à sa préparation son originalité et dans le temps se transformeront en convictions fortes. Autant de repères qui baliseront le chemin et permettront d'avancer même par temps de brouillard. Certains éprouveront le besoin de mettre leur plan sur papier, d'autres se contenteront de le définir oralement et d'en débattre régulièrement avec leur entraîneur et leurs proches pour l'avoir toujours à l'esprit. Le plan revient à souligner qu'une idée en soi ne veut pas dire grand-chose si l'on n'a pas idée des moyens nécessaires pour la mettre en œuvre. Le rêve nous dit où aller. Le plan nous dit comment faire. La première question, comment dois-je m'y prendre pour atteindre mon but? Une fois que vous vous l'êtes posé, vous pouvez vous poser la deuxième. Est-ce que je veux vraiment l'atteindre? Un projet dans sa vie. Rêver est une chose. Vivre son rêve en est une autre. C'est le traduire dans son quotidien. Chaque jour apporter sa pierre à l'édifice. Les uns pratiquent un sport, les autres font de leur sport un projet. Celui qui a un projet a beaucoup de chance. Ses efforts ont un sens, car ils s'inscrivent dans une vision d'ensemble. On ne va pas vers l'effort seulement quand on en a envie. On y va pour faire avancer son projet. Le rêve est souvent considéré comme une échappatoire à la vie de tous les jours, comme un extra. Il est presque normal de maltraiter son rêve, d'être amateur dans son rêve, tandis qu'on est plus professionnel dans les domaines qui ne méritent pas toujours nos efforts. Prendre son rêve au sérieux commence par lui donner un plan. Plus votre vie se confondra avec votre rêve et votre plan, plus les contraintes elles-mêmes seront devenues une raison d'être. Plus vos progrès seront spectaculaires et plus vous irez loin. Les champions ne ressentent pas les privations comme des sacrifices. Ils y consentent parce qu'ils ne conçoivent pas la vie autrement. C'est un tout, c'est leur vie.
Certains ne quittent jamais le pays du rêve, ne franchissent jamais la muraille de l'aventure. Ils ne savent pas par quel bout commencer et restent dans le vague, dans la rêverie. Ils voudraient que les choses viennent toutes seules. Les plus nombreux sont ceux qui maltraitent leurs rêves parce qu'ils voudraient sauter directement du pays du rêve à la terre de création sans explorer la vallée du plan. Sur la carte, ils se perdent dans la forêt autour de la grande pierre du projet. Ils sont dans l'action, mais de façon confuse et désorganisée. Ils font des efforts, mais n'ont pas vraiment de plan. Leurs objectifs sont trop lointains, se noient dans le long terme. « Je veux être champion !» et finissent par créer un abîme entre leur quotidien et le but fixé. Ils sont souvent trop communs ou banals et ressemblent à ceux que tout le monde partage. Je vais travailler dur pour y arriver. Travailler dur, d'accord, mais comment? Pour arriver où? Tout l'intérêt du plan est dans la personnalisation des objectifs et des moyens. Et si le plan voit loin, sa vertu première est de traduire cette vision dans le court terme, 1 an tout au plus, et de voir maintenant quel est le prochain pas à faire. C'est celui-là qui compte. Les petits pas font les grands parcours. Ceux qui n'ont pas de plan manquent ainsi de repères et changent trop souvent d'orientation, de principe d'entraînement. Leurs projets s'effritent. Ils réagissent au jour le jour et finissent par ne plus savoir ce qu'ils font sur le terrain. C'est selon l'humeur du jour ou les circonstances. On a vu tel champion et on voudrait lui ressembler, puis c'est un autre, et ainsi de suite. Un jour on s'entraîne beaucoup, la semaine suivante pas du tout, puis on en fait trop et on se blesse, etc. Être dans la recherche. Celui qui est champion dans la tête se reconnaîtra à son besoin de chercher, de comprendre, de nourrir sans cesse sa passion ou son projet avec de nouveaux progrès, de nouvelles trouvailles, et de nouvelles remises en question. La vallée du plan, c'est d'abord la terre de la recherche. C'est là que se font les champions. S'il est une qualité qui les rassemble, c'est bien cette soif de recherche. L'aventure, c'est la curiosité. Jusqu'où je peux aller? Quelle zone encore inconnue de ma passion pourrais-je explorer? Quel point pourrais-je améliorer? Qu'est-ce qui me manque pour passer à l'étape suivante? Qu'est-ce que je pourrais bien faire l'année prochaine pour être encore plus près, encore plus fort? Comment pourrais-je mieux m'organiser? Que pourrait m'apporter cette nouvelle expérience? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quand on n'est plus dans ce mouvement, on recule, parce que les autres avancent. Le meilleur moyen de repartir est de s'atteler à de nouveaux objectifs, à de nouveaux défis, armés d'un nouveau plan. Lorsqu'on stagne et qu'on ne sait pas pourquoi, la solution est presque toujours du côté de la recherche. Le ralentissement des progrès est dû à un relâchement dans la recherche. Dans la poursuite d'un rêve ou d'une carrière, il arrive parfois que des problèmes semblent insurmontables. On est dans la recherche quand on est obsédé par la solution. Les champions, comme la plupart des artistes, sont des obsessionnels de la recherche. Ils vivent dans un monde de peur. La peur de mal jouer, alors ils travaillent. Pour être un bon chercheur, il faut aussi aimer chercher pour chercher, car le plus souvent, on ne trouve qu'après s'être trompé maintes fois. On saura qu'on a trouvé le bon chemin parce qu'on a déjà emprunté la mauvaise route. Marquer un progrès, c'est comprendre une erreur. Ce n'est qu'au prix de multiples égarements, expérimentations et confrontations d'idées, au prix de cette patience passionnée, qu'on pourra trouver son style, ses trucs, sa méthode de travail, sa discipline, son identité de combattant ou son personnage de scène. Identifier son démon, sa méthode de travail, sa discipline, choisir le bon plan, le bon entraîneur, la bonne équipe, ou encore trouver son geste. Car le geste parfait est une création qui fait l'objet d'une recherche permanente. Quand on cherche depuis des années, on finit par découvrir des choses incroyables. On parvient à un tel niveau de maîtrise des sensations, de finesse, de perception, qu'on peut pénétrer le monde de l'infiniment précis et même toucher l'invisible, comme l'affirme Stéphane Diagana, champion du monde du 400 mètres haies en 1997. 1/100 de seconde. À force de rechercher la perfection, ce centième prend une réalité physique, une dimension. Il existe dans l'espace. 1/100, on le voit. Les grands athlètes, ainsi que les grands artistes,
ne sont jamais comblés et peuvent se remettre en question simplement par défi. Le peintre Francis Bacon, à l'âge de 80 ans, avouait « Ce qui est embêtant avec mes toiles, c'est que maintenant je sais les faire. Jamais ils n'arrivent au but et jamais ils ne cessent de tourner autour de leur passion. Encore une fois, ce qui les intéresse, ils l'analysent jusqu'à l'obsession. C'est ce que nous appelons être dans la recherche. La discipline et l'intensité de concentration et d'effort. Dans la vie, et à plus forte raison dans le sport de haut niveau, la réussite dépend moins du talent qu'on a reçu que de la force qu'on va déployer pour faire fructifier ce talent. On se ressemble tous. Ce qui fait la vraie différence, c'est l'effort. Si tant de jeunes espoirs échouent, c'est souvent parce qu'ils sont trop doués. Cela les a dissuadés d'être dans la recherche, d'avoir un plan, de s'imposer une discipline et des contraintes. S'ils ne mènent pas leur projet à terme, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les qualités requises, mais parce qu'il leur manque celle de créer le cadre qui permettrait à ces qualités de se manifester. On a tendance à opposer la discipline au talent. Ceux qui ont beaucoup de facilité naturelle prennent souvent des raccourcis et ont moins l'habitude de se donner du mal pour obtenir quelque chose. Et ceux qui ne peuvent pas trop compter sur leur talent se rabattent sur la discipline. Pourtant, l'un ne devrait pas aller sans l'autre. La discipline fixe le cadre quotidien et les règles nécessaires à l'éducation du talent. La discipline est une notion de moins en moins à la mode. Elle évoque le côté militaire, l'idée d'obéissance, d'enfermement, de contrainte. On préfère mettre l'accent sur la créativité, l'originalité, la personnalité, etc. Mais si on veut être vraiment original, pourquoi ne pas avoir une discipline originale ? Pourquoi ne pas voir la discipline comme une création personnelle ? Parler de plan, de créer son plan, est une autre variante plus séduisante pour parler de discipline. Une académie de sport de haut niveau commence par enseigner la discipline. Cela revient à apprendre à apprendre. Un bon entraîneur transmet d'abord des attitudes. Avant de livrer son savoir à ses élèves, il doit leur inculquer les règles de conduite et l'attitude corporelle qui leur permettront de recevoir au mieux ces messages. Plus il les aidera à être intenses dans la concentration et dans l'effort, à se plonger corps et âme dans leur sujet, plus ils progresseront. Si vous n'avez pas envie de vous entraîner, diminuez la durée et non pas l'intensité. Conseille André Agassi dans ses règles d'or. Travail, concentration et répétition sont les piliers de la discipline. Quand on demandait à Fred Astaire, le meilleur danseur de tous les temps au cinéma, comment il réussissait à paraître si naturel, il répondait « Je fais chaque mouvement 10 000 fois par jour ». On peut parler de bulle de concentration ou de cocon, à l'intérieur duquel le talent aura les meilleures chances de grandir, et un jour de percer, dans certains cas même d'exploser. Cela peut paraître bizarre, mais plus le cadre est rigoureux, plus on a l'esprit dégagé et plus on peut s'exprimer librement. N'oublions pas qu'un artiste aussi a sa discipline. Il s'impose des horaires, doit trouver son rythme, entretenir ses outils, etc. Pour se concentrer, il a besoin de se plonger dans une atmosphère particulière, délicate, très étudiée. Et quand il crée, il ne peut rien faire d'autre ni penser à autre chose. Cette recherche personnelle des conditions idéales de travail fait partie de la création artistique. Il revient à chacun de trouver sa discipline. Les procédures ou les principes utilisés importent peu. L'essentiel est d'acquérir une routine de l'effort, grâce à laquelle on ne se pose plus la question de l'effort, et de pouvoir se concentrer longtemps, totalement, sur un seul sujet à la fois. La discipline est acquise quand les règles sont devenues automatiques et qu'on n'a presque plus besoin d'y penser. Se lever à telle heure, respecter telle contrainte ou telle règle d'entraînement, répéter tel exercice, suivre tel régime, etc. Quand les règles sont claires, même si c'est dur, on s'habitue, donc cela devient plus facile. Le corps lui-même, rompu à l'effort, finit par exiger ces exercices quotidiens. La bonne discipline est celle qui permet à chacun de comprendre l'intérêt de la discipline. Elle est vraiment efficace quand elle est librement consentie et qu'elle devient un état d'esprit. Être discipliné,
C'est un contrat qu'on passe avec soi-même. Chacun peut décider de faire plus d'efforts et de devenir plus exigeant, mais le plus difficile est de maintenir dans le temps un degré élevé d'exigence personnelle. Ceux qui y parviennent sont ceux qui ont compris que le chemin le plus difficile est toujours plus excitant et plus payant que celui qui est évident et que tout le monde prend. Ils ont compris que leur réussite dépendra, par définition, de leur capacité à voir, à penser et à agir un peu différemment tous les jours. Cela va de l'attitude à adopter face aux difficultés, à la façon de traiter de petits détails pratiques, par exemple, la bouteille d'eau ou la barre énergétique qu'il ne faut pas oublier de mettre dans son sac, qui en disent long sur l'état d'esprit du sportif. On peut considérer qu'on s'est doté d'une discipline quand on a mis toutes les chances de réussite de son côté, y compris dans une routine protectrice. On finit par avoir l'esprit du difficile. Les difficultés nous façonnent, nous enseignent la patience et l'humilité, nous rendent sensibles à notre nature, à nos limites, et nous préparent à une élévation probable. Le talent n'est donc pas toujours ce qu'on croit ou ce qu'on voit. Picasso disait d'ailleurs que le plus important dans le travail, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la pensée qui sous-tend le travail, la recherche, le plan. Le vrai talent, c'est de pousser ses qualités naturelles jusqu'à une maîtrise exceptionnelle. Il ne faut pas confondre don naturel et maîtrise technique, et il faut bien comprendre que la maîtrise géniale des champions trouve son origine dans les qualités mentales, intensité de concentration, rigueur, souci du détail, etc., qui ont accompagné le travail technique pendant de longues années depuis l'enfance. Le vrai talent des champions, c'est bien cette discipline mentale, c'est-à-dire le talent d'exploiter son talent. Objectif exceptionnel égale décision exceptionnelle plus contrainte exceptionnelle. L'erreur qu'on commet fréquemment est de ne pas mettre en face de ces objectifs les décisions et les contraintes qui leur correspondent. La liste des objectifs est ambitieuse, mais celle des moyens reste banale. Les rêves sont souvent grandioses, les plans souvent quelconques. Des résultats hors normes ne viennent jamais par hasard, mais plutôt d'un plan et d'une préparation hors normes. Ceux qui n'ont pas le bon plan ou qui l'oublient en chemin échouent quelque part dans la vallée du plan, parce qu'ils n'ont pas su trouver l'équilibre entre leurs objectifs et leurs actes, parce qu'ils n'ont pas appliqué la bonne équation objectif égale décision plus contrainte. Il n'y a pas d'hommes exceptionnels, il n'y a que des environnements exceptionnels. Les hommes qui parviennent à se dépasser ont souvent fait face à des situations exceptionnelles où ils se trouvaient dans l'obligation de réussir. Un danger, un groupe ne laissant pas le choix de ne pas suivre, une discipline imposée et particulièrement sévère. Si ces situations n'existent pas, il faut les créer. Plus votre plan est normal, plus vous risquez de vous faire aspirer par la normalité. Par contre, si vous visez haut, vous aurez à prendre des décisions exceptionnelles. Ajoutez donc à votre plan quelques opérations commando. Faites un sacrifice financier ou affectif. Changez vos habitudes. Allez voir ce qui se fait ailleurs, d'autres univers, d'autres compétences. Entraînez-vous avec des athlètes d'un autre sport. Engagez-vous dans un travail psychologique. Renoncez à un certain mode de vie. Envisagez un séjour à l'étranger ou, au contraire, ne renoncez pas à votre équilibre de vie malgré des propositions que normalement on ne refuse pas. Ainsi, vous pouvez créer votre cadre d'exigence, l'environnement qui va vous créer. Exploiter son talent, se doter d'un plan, s'imposer une discipline et des contraintes. Voilà des choix qu'on peut faire ou ne pas faire. Le talent, c'est aussi savoir faire des choix. Mon plan pour m'approcher de mon rêve. Mon plan comprend, après analyse, des objectifs de moyens qui dépendent de moi. Perfectionner une technique, développer une qualité mentale, résoudre un problème de caractère. Plus je me consacre à ces objectifs intérieurs, à mes petits pas quotidiens, plus je me donne de chances d'atteindre des objectifs extérieurs, de résultats, victoires, classements, etc. Pour atteindre la performance,
il faut d'abord être performant dans son auto-analyse et dans la fixation de ses objectifs. Mes petits pas et mes objectifs intérieurs à atteindre cette année, sur le plan technique, physique ou autre. Sur le plan mental. Quels sont mes démons? Mon problème de caractère, mon talon d'Achille ou mon plus gros défaut qui me bloque? Quelle est ma singularité? Qu'est-ce que je peux cultiver pour me démarquer et qui me donnera mon identité dans ma discipline? Objectif exceptionnel égale décision exceptionnelle